On va passer, parce qu'on est un petit peu en retard, là, à Dr François Lagautrière. Ce n'est pas un doublon, c'est une expérience personnelle de la célioscopie et de la coopération, état des lieux, avenir et perspectives. À toi, François. Merci, je remercie. Ça va. Je remercie l'Académie de me permettre de venir vous présenter ce petit travail. Je vous dis juste en 2 mots. Moi, je suis chirurgien digestif, praticien hospitalier dans le sud de la France, à côté de Marseille. Et j'ai depuis 10 ans... Ça ne marche pas? Si, ça marche. Et depuis 10 ans, je fais des missions humanitaires. Donc, j'ai fait avec Chirurgie Solidaire, j'ai fait avec d'autres associations dans différents pays, ainsi qu'avec MSF. Donc, je vais reprendre ma vision des choses, comme dit Bernard. Il y aura quelques doublons par rapport à ce qui a été dit, mais avec quelques spécificités. Ensuite. D'accord. Alors, hop. Voilà, donc je vous ai mis en premier cette diapositive parce qu'il y a d'une part qui montre le contraste ainsi que le côté positif avec cette phrase d'Aristote que vous pourrez lire, qui me paraît assez juste parce qu'il faut pour tout, il faut commencer. Et le commencement est beaucoup plus que la moitié de l'objectif. Je trouvais que ça s'adaptait assez bien à la célioscopie dans des pays notamment africains. Avec, pour illustrer, d'une part, du côté gauche, non pas un bloc opératoire d'Afrique, mais une salle d'attente extrêmement peuplée avec des gens en quantité très importante, probablement soit avant un bloc opératoire, soit avant des consultations. Mais c'est ce que dans les pays africains, nous voyons de façon quotidienne. Et puis à droite, c'est le bloc opératoire où je travaille d'ailleurs, à Martigues, avant une cholécystectomie célioscopique, ça a été pris il y a 2 jours, où on voit effectivement qu'il faut passer de l'un à l'autre et des étapes à franchir qui ne sont pas forcément très simples. Alors pourquoi ce sujet? Alors ça a été évoqué par mes prédécesseurs ici. Il y a une très forte demande. Il y a une très forte demande. J'ai mis comme exemple l'hôpital de Lomé. On est actuellement avec une autre association qui est Humanitera, qui est basée à Marseille. On commence à faire une formation en célioscopie au Togo. J'y retourne à la fin du mois de mai pour la 2e fois et j'y suis déjà allé une première fois. Il y a une très forte demande, notamment par des jeunes, ça a été dit également, mais il y a beaucoup de jeunes chirurgiens, notamment au Togo. Il y a une université qui est à Lomé, qui est très pointue, nous a-t-on dit. Moi, je ne l'ignorais, mais ça nous a été dit par tous les internes. Donc, il y a des internes, bien sûr, du Togo, mais de tous les pays avoisinants qui viennent se former à Lomé. Donc, au CHU, il y a beaucoup d'internes en formation, plus ou moins des jeunes et puis des moins jeunes, et qui sont très demandeurs d'une formation en célioscopie. Notamment parce que maintenant, avec Internet et YouTube, par exemple, on peut avoir accès dans le monde entier à des techniques chirurgicales, des simples ou moins simples, mais tout le monde y a accès. Donc, les jeunes, notamment, c'est quelque chose, on ne peut pas aujourd'hui ignorer cette technique, c'est une évidence. Ensuite, bien sûr, il y a une évolution de ces techniques. Les techniques mini-invasives, depuis Mouret, je crois, dans les années 70-80, des premières laparoscopies, on est passé ensuite à de la céliochirurgie, au départ essentiellement gynécologique, et maintenant à des hépatectomies, à des pancréatectomies, et maintenant, avec, dans certains centres, le robot. Donc, il y a une évolution sur 40-50 ans des techniques. Il y a de plus en plus d'interventions qui sont faites, bien sûr, en célioscopie. Donc, bien sûr, les indications sont en augmentation partout, en France, bien sûr, mais ailleurs également. Ça va de soi et c'est parallèle. J'ai exclu de ce petit travail, bien sûr, les zones de conflit, notamment juste un petit mot sur MSF qui ne pratique pas de célioscopie pour des raisons essentiellement d'urgence chirurgicale, souvent très aiguë, et des zones de conflit où je pense que la célioscopie n'a pas forcément de place, compte tenu du degré d'urgence. Mais on peut en débattre. Hein. Alors, l'état des lieux actuel, j'ai essayé de l'évaluer. Alors, j'ai mis en flèche en bas le retour des ONG, puisque Daniel nous a parlé du retour de chirurgie solidaire, parce qu'il y a effectivement, par l'intermédiaire des ONG,
et notamment de chirurgie solidaire, on arrive à avoir un état des lieux de ce qui se fait. Mais quand on regarde la littérature médicale, il n'y a pas beaucoup, je n'ai pas trouvé beaucoup d'articles, en tout cas qui m'ont paru fiables, sur la pratique de l'hélioscopie. Il y a peu de publications. Les quelques publications que j'ai trouvées sont très, très hétérogènes, avec des pourcentages d'intervention en célioscopie, surtout gynécologique, entre 10 et 40% en moyenne, qui viennent du Cameroun, du Sénégal, de quelques pays comme ça. Et il me semble que c'est parfois que ces publications scientifiques sont parfois un petit peu en contradiction avec la réalité du terrain. En tout cas, c'est mon opinion et on va le développer. Autre chose qui me semble importante, c'est le côté très hétérogène de la célioscopie, puisque c'est très variable selon la pratique de la célioscopie aujourd'hui est très variable, bien sûr, selon les pays, puisqu'il y a des pays, je pense par exemple au Maghreb, où il y a de la célioscopie qui est faite de façon très, très courante. Et puis, il y a des pays qui sont moins bien dotés, de l'Afrique subsaharienne, de la République centrafricaine, certains ont été cités par mes prédécesseurs ici, où effectivement, c'est vraiment très balbutiant et très débutant. Et puis, je pense qu'il y a une deuxième chose aussi, c'est qu'il y a une différence selon le type d'établissement de santé. Je me réfère également au Togo, là, puisque c'est ma dernière expérience, mais je pense que c'est vrai dans d'autres endroits. Je pense que la différence entre le public privé et le privé dans ces endroits est importante, puisque je pense par exemple à Lomé, où il y a un CHU où la célioscopie est vraiment très balbutiante, avec peu de matériel, et puis certaines cliniques qui sont presque l'équivalent de cliniques européennes et françaises, avec un matériel qui est au contraire tout à fait performant. Donc il me semble que c'est important de voir la différence entre ces deux établissements. Alors, les avantages et les inconvénients, vous les connaissez tous, mais je me suis permis, même si ça a été dit par Daniel, mais je l'ignorais avant, quels sont les avantages de la célioscopie, mais adaptés aux pays africains, à ces pays. J'ai retenu quelques-uns, bien sûr, les surinfections de parois, comme a dit Daniel, moi je suis tout à fait d'accord avec lui, puisque les antibiotiques sont dans ces pays la plupart du temps en quantité assez faible. Donc évidemment, la diminution de ces infections de parois va entraîner moins d'antibiotiques utilisés. Comme en général, il n'y en a pas énormément, c'est effectivement un point très positif. Je rajouterai aussi, ça je ne crois pas été dit, le problème des pansements, parce que le personnel infirmier ou assistants de santé dans les hôpitaux africains ne sont pas toujours très, très bien formés. Et quant à l'extérieur des établissements de santé, il n'y a aucun soin possible. Ce qui fait que les gens sont souvent obligés de rester hospitalisés tant qu'il y a des pansements, parce que quand ils rentrent au village, peut-être pas dans les villes, mais au village en tout cas, c'était le cas en Guinée, je l'ai vu souvent, eh bien, les pansements ne sont pas faits ou les gens reviennent avec des surinfections de parois, notamment sur des laparotomies, d'où l'intérêt, bien sûr, de la célioscopie sur ce sujet. Et bien sûr, comme l'a dit Daniel, ça, je pense, c'est très important, qui dit moins de surinfection et célioscopie dit moins d'éventration et éviscération, qui sont des problèmes que j'ai pas forcément énormément rencontrés en Afrique, parce que je trouve que les parois des gens sont assez solides, mais quand il y a effectivement une éventration, elle est difficile à traiter parce qu'il n'y a pas de plaque, ou quasiment pas, ou en tout cas on revient au problème des antibiotiques. Donc ce sont des rafis qui sont sans prothèse et qui sont à la fois difficiles et puis de résultats assez variables. Je rajouterai aussi les douleurs post-opératoires qui sont moindres, bien sûr, en célioscopie. Je pense que c'est important dans ces pays où les antalgiques ne sont pas toujours très, très importants. J'ai souvent remarqué que les patients post-opératoires, quelle que soit la chirurgie, que ce soit célio ou la paro, en Afrique, étaient assez peu calmés, voire très peu, voire pas du tout, avec des plaintes qui sont souvent très faibles. Mais c'est évident que les antalgiques sont peu fréquents et sont pas en quantité très importante. Donc, la célioscopie va quand même être utile de ce côté-là. J'ai rajouté des choses qui m'ont paru, des avantages de la célioscopie qui, dans ce contexte, m'ont paru
peut-être un peu moins important, mais c'est un parti pris personnel. J'ai marqué le moins d'iléus parce que la réalimentation va pouvoir se faire quand même plus rapidement. Il faut voir qu'effectivement, dans les pays africains, la réalimentation est souvent un peu anarchique parce que souvent les familles amènent des plats aux gens et la réalimentation ne peut pas se faire de façon toujours très contrôlée. Donc, ce qui dit Célio dit quand même moins d'iléus post-opératoire, dit quand même une réalimentation plus rapide. Sur les peaux noires, ça peut paraître anecdotique, mais ça l'est quand même, je ne pense pas. C'est les kéloïdes qui sont quand même moins fréquentes parce qu'on voit souvent des gens en Afrique avec des grandes laparotomies et des kéloïdes très disgracieuses qui sont bien sûr quand même moindres en célio. La durée d'hospitalisation et la reprise du travail, je l'ai mis en italique. Daniel en a parlé. Je suis un peu d'accord avec ce qu'il dit. Effectivement, l'hospitalisation sera plus courte. Les gens vont reprendre plus vite. C'est difficile à évaluer, mais je pense quand même que c'est une réalité, sachant qu'il y a beaucoup de patients et que la durée d'hospitalisation va être également un bénéfice pour les hôpitaux. Les inconvénients, je vais aller très vite. Donc, simplement, bien sûr, ça a déjà été dit, mais le matériel est un matériel qui est coûteux, qui souvent est très fragile, et avec, bien sûr, une maintenance qui est compliquée, une stérilisation qui, dans beaucoup de pays, n'est pas toujours très facile. Et quel est l'intérêt de l'usage unique et notamment des trocars à usage unique qui sont assez souvent réutilisés dans ces pays, même s'ils sont à usage unique, mais avec finalement pas de soucis majeurs. Et puis, je trouve aussi que ce qui est important, c'est le matériel spécifique à différentes interventions, parce qu'on a parlé tout à l'heure des cholécystectomies, mais qui dit cholécystectomie dit matériel quand même spécifique, notamment des clips. On peut faire tout avec des fils, mais il y a quand même un minimum de choses et il y a quand même soit du matériel que l'on amène nous, soit qui a été avec des dotations différentes, mais enfin, on est parfois limité. On est encore plus limité, bien sûr, sur de la chirurgie célioscopique plus avancée, comme les côlons, je suis bien sûr, comme dit Daniel, avec les agrafages automatiques, parce que sinon, on ne peut pas le faire. J'ai rajouté aussi les tables opératoires, parce que les tables, dans beaucoup de pays, ne sont pas toujours très bien, très modernes. Donc, du coup, ben, les proclives, les trains de Limbourg, etc., qui sont utiles pour certaines interventions, sont compliqués à mettre en place. Et puis, juste un mot d'anesthésie, mais les anesthésistes le savent. Je dis juste un mot des curares, parce que les curares, j'ai travaillé pendant plusieurs missions en Guinée où on faisait simplement pas de célioscopie parce que pas de curare. Et tous des malades ou sous rachianesthésie ou sous kétamine, même les laparotomies, ce qui évidemment exclut la célio. Donc, quelles sont les limites? Ben, les limites, moi, la formation, on en a parlé, j'y reviens pas. Simplement, effectivement, l'activité irrégulière, ça me paraît un facteur limitant, puisque quand il y a des missions, c'est pour ça qu'à Chirurgie Solidaire et dans d'autres associations, il faut qu'il y ait régulièrement des gens qui viennent opérer de façon à ce que quand on n'est pas là, les chirurgiens locaux puissent effectivement continuer. Je dirais un mot sur les complications, parce que les complications de la célioscopie, qui rejoint d'ailleurs le temps opératoire, c'est souvent, il y a une learning curve qu'on a tous connue, qui est que les temps opératoires peuvent être évidemment au départ plus longs, et puis il peut y avoir des complications qui, dans ce contexte-là, vont être difficiles à gérer. Je parle par exemple des plaies biliaires, puisque une plaie biliaire, dans un contexte de subsaharien par exemple, ou même au Cap-Vert, va être compliqué à gérer. Et puis les plaies digestives qu'il peut y avoir avec une introduction de trocar. Et ce que l'on va pouvoir gérer ici facilement, avec éventuellement des stomies ou des choses comme ça, mais qui dans ces pays va être compliqué dans le post-opératoire. Donc je pense que ça me paraît être un facteur limitant. Donc l'intérêt, c'est un compagnonnage régulier et la formation des jeunes chirurgiens, Daniel et Bernard l'ont dit. Les indications, je dirais juste un mot pour aller vite, c'est que bien sûr ce sont les mêmes qu'ici. Je suis d'accord avec Daniel Tallard sur la célioscopie diagnostique, parce que dans beaucoup d'endroits, il n'y a pas d'échographie, voire pas de scanner, où ils sont peu fiables. Donc je pense que la céliodiagnostique a une place importante. La gynécologie, oui. La chose qui me paraît également nette, c'est que souvent, ce sont des gens qui arrivent avec des pathologies avancées, soit pour des raisons de transport, on l'a dit, soit pour des raisons parfois des tradis praticiens qui traitent à domicile les gens
et les gens arrivent avec des choses très évoluées. Je n'ai pas vu beaucoup d'appendicites simples en Afrique. J'ai vu énormément de péritonites, mais des appendicites simples, il n'y en a pas énormément. Les grossesses extra-utérines, elles sont assez souvent rompues. Et puis, les cholécystites, bon, voilà, donc c'est souvent quand même des pathologies évoluées avec une célioscopie qui, bien sûr, sera plus difficile. Je vais vite, hein. Voilà, donc en conclusion, j'ai mis 3 croix sur le compagnonnage parce que je pense que c'est très important. Et il faut bien qu'on ait tous conscience que on ne peut pas aujourd'hui ne pas développer la célioscopie partout dans le monde, compte tenu de tout ce que j'ai dit. Quel est l'intérêt du diplôme universitaire? Vous l'avez évoqué, parce que ça peut être quand même un axe de développement. Et je terminerai par des remerciements à tout le monde, bien sûr, et puis par une phrase qui conclut, je crois, ça, c'est que je pense que là où se trouve une volonté, il y a un chemin. Je pense que ça s'adapte parfaitement à la célioscopie. Voilà. Bien, écoute, François, merci pour cet exposé qui complète très bien ce que j'ai fait. Hein, bravo. Et voilà, donc est-ce que vous avez des questions à poser à propos de la généralité sur la célioscopie en Afrique? Non, ce qui m'étonne, c'est que vous ne parlez pas du tout de financement. Tout ça, c'est quand même des financements chers. Il y a les trajets en avion, il y a les colonnes achetées, il y a... Qui finance? Je vais répondre parce que, alors, le matériel, les colonnes. En Éthiopie, il y a 2 colonnes ultra modernes offertes par une fondation universitaire américaine. Quand on est arrivé, elles n'avaient jamais été utilisées, on a tout déballé. Il y a un matériel incroyable. En Madagascar, c'est une colonne offerte par une ONG australienne qui vient opérer 2 fois par an. Ils viennent, ils opèrent 20 malades et ils repartent. Il n'y a aucun enseignement. Au Cap-Vert, c'est américain et chinois. Chinois et américains. Les Chinois et les Américains, ils ont construit l'hôpital et puis ils ont mis des colonnes dans l'hôpital. Et il me manque le Tchad, je crois que c'est l'ambassade de France. Voilà. Donc au Mali, c'était l'ambassade de France. Donc, la première formation a été faite au Mali, c'était l'ambassade de France qui avait fourni la colonne. Ça, c'était pour le matériel. Pour les voyages, alors nous payons nos voyages. Une partie nous est remboursée par l'association. Une partie est déclarée en don, un abandon de frais, don à une association non gouvernementale. Donc, on déduit 2/3 de la moitié du billet. Donc, si vous voulez, à la fin, ça nous coûte de l'argent, mais voilà. Et sur place, on est logé et nourri par soit l'université, soit l'hôpital. Voilà comment ça fonctionne. Je complète. Au Togo, par exemple, pour la colonne, c'est un don de l'hôpital d'Aubagne, par exemple, qui avait une colonne neuve qui n'avait jamais été utilisée. Donc, on l'a acheminée aux frais de l'association qui est Humanitera, mais donc elle est toute neuve. Et ensuite, le matériel spécifique, c'est un peu du bricolage, hein, c'est-à-dire qu'on amène du matériel que l'on récupère dans nos hôpitaux. Les clips des cholécystectomies, il y a, moi quand j'avais été au Cap-Vert, il y a des laboratoires qui nous donnent, il y a des clips qui n'ont pas été utilisés, on part avec. Voilà. Alors, ça explique ce que j'avais dit à un moment, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser se pérenniser un système de bricolage. C'est-à-dire, on a des clips parce qu'un laboratoire a bien voulu nous en donner. C'est pour ça qu'on a demandé, en particulier en Éthiopie et à Madagascar, de faire un projet médical d'établissement autour de la célioscopie, de façon à avoir en Madagascar, c'est fait, on a quelque chose de structuré et on peut présenter ce dossier soit auprès des autres ONG, du gouvernement, de l'université, des fabricants de matériel, voilà. Donc, j'espère que je réponds à votre question. En tout cas, ça coûte cher l'humanitaire. Hein. Bernard, il y a une chose qu'on peut rajouter. On avait fait une démarche assez importante quand j'étais président ici et après par la Fondation. Il est clair que ce soit Olympus, que ce soit Stors, que ce soit Wolf et tout,
ils n'ont aucun bénéfice à donner quelque chose là-bas puisqu'ils n'ont pas de vente là-bas. Donc, dans le plan d'investissement de ces boîtes, on n'arrive pas à leur faire comprendre qu'ils pourraient payer une colonne. Alors, il y a des choses, il y a des exceptions. Il y a Cadière qui a une exception parce qu'il a tellement travaillé en Belgique qu'il a réussi à faire s'offrir et que son centre à Panzi, et il a fait une fondation belge et donc il a le matériel. Mais sinon, on n'a pas beaucoup de cadeaux, je dois dire, de toutes les boîtes. Voilà.